Alors, messieurs, est-ce que vous êtes nostalgique des présidents à la tapis, Jérôme? Oui. Oui, nostalgique, mais pas que de Bernard Tapie, parce que moi j'étais plus gamin et en effet tout ce qu'a mis en avant Aurélien, je m'en souviens très bien et ça marque les esprits forcément. Mais j'ai eu la chance d'avoir des présidents charismatiques et surtout c'était, et Aurélien l'a cité, ou toi, c'est Jean-Louis Campora. Et Jean-Louis Campora, c'est pas du tout le même style de personnage que Bernard Tapie, ça c'est une certitude. Et j'ai beaucoup échangé avec Bernard Tapie aussi parce que ça reste un homme fort dans le football et même tout ce qu'il a entrepris. C'était un homme brillant dans tous les cas. Et Jean-Louis Campora, moi j'ai eu la chance de l'avoir comme président. Il n'avait pas besoin de parler tout le temps, mais quand il venait, je peux te dire qu'on rigolait pas. Il y avait du respect, il y avait 2-3 phrases, ça suffisait, pas des longs discours. Et il y avait surtout un respect du club, l'institution, il dégageait ça. Du moins, souvent, on dit l'identité du club, l'âme du club, c'est les supporters. Non, mais ces présidents-là, ils dégageaient ça, en fait, juste simplement. Et quand tu signais le contrat, tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais qu'à Monaco, tu avais plein d'avantages, beaucoup, mais derrière, il fallait pas faire de bordel, il fallait pas faire de fausses routes, parce que tu avais le droit à faire une erreur. Mais la deuxième, pardonnait pas. Et je pense que Bernard Tapie, tout ce qu'on a vu, c'était un petit peu ça. Sur Cantona, c'est exactement ça. Et moi, je suis nostalgique de ça parce qu'aujourd'hui, des présidents où c'est leur club, c'est vraiment, ils prennent ça en eux. Déjà, certains dont c'est l'argent qui est investi. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça. Donc, le Nicolas à Montpellier. Le dernier en date, c'était Jean-Michel Aulas. Après, moi, j'aurais. Comme c'est Laurent Nicolin, Jean-Pierre Caillot. Jean-Michel Aulas, c'est moins charismatique que les Campora, les Claude Bèze et les Bernard Tapie et j'en passe. Mais n'empêche que c'était un président un petit peu comme ça qui allait dans ce sens-là. Moi, je regrette juste les dernières années parce qu'il était à côté de la plaque sportivement. Mais avant, c'était fantastique ce qu'il mettait en place. Le sportif primait. Et avec ces gens-là, avec ces personnages-là, c'était le sportif qui primait avant tout. La différence, Captain, aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de présidents délégués. Exactement. Et oui, ça n'a rien à voir. C'est pas leur oseille. Et donc, pour la plupart, c'est pas même si la situation de Jean-Michel Aulas était un petit peu exceptionnelle. Mais les autres, Campora était l'un des responsables du gouvernement monégasque, je crois, à l'époque. Il était Premier ministre. Voilà. Et puis Roger Rocher n'a jamais été salarié, encore moins que Nicolas, ou moi j'en cite encore un parce que je l'ai eu, ça a été mon dernier président en tant que footballeur professionnel, c'était Francis Borrelli qui était... Oui, c'est ce que j'allais dire. Ces gens-là, ils avaient quelque chose, c'est que putain, ils aimaient le football. Oui. Et je vous assure, ils adoraient. Et c'est pas par hasard que j'ai cité Francis Borrelli à la fin. Mais le jeu, ils aimaient le jeu, ils aimaient les joueurs, ils aimaient leur club. Pour eux, c'était viscéral, c'était dans les tripes. Et effectivement, c'était des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent, que ce soit eux ou Daniel Echter, même dans un style différent au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça parce que, et oui, tu le sais, Jérôme, tout est aseptisé. Tout est cadré, tout est ceci, tout est cela. Là, il y avait quand même les joutes mémorables entre Claude Bèze et Bernard Tapie, ce qui ne les empêchait pas de faire des bonnes affaires entre eux. Mais ils étaient, comme l'on dit, d'excellents clients. Et quand moi je raconte les histoires de Nicolin, Loulou Nicolin, qui venait de se faire mettre en examen pour une histoire à La Réunion et qui arrive sur le bord de la touche avec Tapie lors d'un Marseille-Montpellier et qu'elle lui disait « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Loulou ?» Ben, je viens de m'être mis en examen. Combien t'en as, toi ? Une mise en examen. Nanar, 15. Il disait 15. Mais oui. 15. Alors, oui, parce que Jean-Michel, on n'oublie pas quand même les affaires, ce qui s'est passé à la fin avec Bernard Tapie. Ce dont on parle là, c'est le management, la gestion des hommes, qui, pour le coup, évidemment qu'on n'est pas pour les affaires. Bien sûr. Bien sûr. Mais Jean-Michel, c'est de Milik qui était arrivé avant de partir. Non, Milik. Tu sais, Jean-Michel, tu as dit un truc très, très juste et je ne l'ai pas dit et je regrette de ne pas l'avoir dit en priorité
parce que c'est exactement ce que je pense de ces personnages-là. Je sais pas, Manu, ce que tu en penses aussi. Non, mais c'est le côté passionné, amoureux du football déjà et amoureux des joueurs. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui. Il n'y a pas que ça qui manque. Il n'y a pas que ça qui manque. Alors moi, ça c'est important. Manu Petit. Il y a tout. Je n'aimais pas tout du côté de Bernard Tapie, bien évidemment, puisque j'en étais une des principales victimes également. Ouais. Donc dans notre lutte à chaque fois à gagner le championnat de France, mais qu'il repose en paix. J'ai pas envie de rouvrir ce chapitre-là. Tout le monde le connaît. Les livres sont disponibles. Exactement. Donc pour moi, il y a prescription et la page est tournée, le livre est fermé. En revanche, sur ce qui me manque réellement, c'est en dehors de ce que vous avez dit, les garçons, le côté passionnel, ce lien justement indéfectible qu'il pouvait avoir avec les supporters, c'est le côté sulfurique qu'on pouvait amener justement, sulfureux, pardon, qu'on pouvait amener justement avec Bordeaux, avec l'Olympique de Marseille, mais qui pouvait en plus se générer à travers les joueurs. Moi, je me rappelle de certains rendez-vous en équipe de France où tu avais un vestiaire qui était composé essentiellement des joueurs. Oui, je suis nostalgique parce que tout est devenu tellement neutre. On disait que c'était une catastrophe. Mais regarde, les Marseillais contre les Parisiens. Mais j'adorais, ça sentait la poudre, la poudre, le sang, la sueur. C'était tout ce que définit justement le football, le côté passionnel. Il y avait des fumigènes dans les stades aujourd'hui. Non, mais attends, Manu, ça, ok, le problème, c'est que vous voulez une société aseptisée. Mais non, pas du tout. Non, mais ta génération, le foot, c'est quoi? C'est des émotions. Ces gens-là apportaient ces émotions. Pas l'histoire totalement. Que les rivalités entre clubs sont indispensables pour vendre les championnats et tout ça, ça fait partie du foot, ça je suis d'accord. Mais en équipe de France, pendant des années, on a entendu c'est une catastrophe les Marseillais. Mais regarde l'Espagne avec le Barça et le Real. À l'époque, bravo à Aimé Jacquet d'avoir réussi à calmer les choses, qu'il y ait plus cette rivalité en équipe de France. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'à travers leur président charismatique, à travers justement la rivalité qui pouvait opposer certains clubs, ça pouvait justement redescendre au niveau des joueurs. Moi, je me rappelle les avant-matchs ou 2 ou 3 jours avant les matchs, la pression incroyable qu'il y avait dans la presse. On s'envoyait de la sulfateuse en permanence. C'était une guerre de communication. On s'insultait, quoi. C'était un truc de fou. Mais au final, on réglait les comptes sur le terrain. Voilà. Ça bastonnait, ça envoyait du lourd sur le terrain. Mais vraiment, c'était un combat sans nom. Aujourd'hui, je me fais chier. Tu diras, excuse-moi, après, tu me diras, tu t'ennuies. Je m'ennuie. Le seul qui reste, c'est Jean-Pierre Caillot. On a une pensée pour lui. Oui, et Borrelli, rappelle-toi Borrelli avec sa sacoche quand il venait embrasser la pelouse. Alors, Jean-Michel. Non, mais dans ce cadre-là, il y en a un qui était fantastique. Moi, je me régale quand il avait les cheveux bleus et qu'il était face à la tribune avec ses joueurs, lorsque Loulou Nicolin Louis Nicolin, pardon. Ouais, Loulou, c'est pareil. Lorsqu'il a gagné la finale de la Coupe de France avec les cheveux bleus, bleu et orange, il en pleurait, le gars. Un grand moment. Moi, je me suis fait raconter par Michel Mézy lorsqu'ils ont été champions de France. Là, c'était la crête orange avec Giroud, et que au Mont-Saint-Gabriel, au repas qui fêtait le titre, il y a le capitaine qui est allé demander une prime exceptionnelle à Loulou Nicolin pour le titre de champion de France. Le reste, je ne vous le raconte pas parce que je suis incapable. Quand Michel Mézy me raconte la réaction de Loulou Nicolin, mais c'est un sketch digne des meilleurs sketchs des inconnus. C'est du pourquoi ? Raconte-nous, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Parce que ça s'est terminé avec des assiettes qui volaient, qui partaient toutes de la position stratégique qu'occupait. Mais pourquoi il a pas le droit de demander une prime de titre de champion ? Oui, il a demandé la prime, mais je pense que Loulou Nicolin n'était pas disposé à la donner. Voilà. Donc il a dit que vous voulez la prime. Avec ces mots en plus, j'imagine très bien. Il y a un vol d'assiette qui est parti dans le Mont-Saint-Gabriel. Voilà la prime. Hop. Voilà la prime, vous l'avez. Bon, on va continuer le débat dans une seconde. Ce sont des personnages hors pair.